My name's Andy Bleeden. I am the director for the ecosystems for the European Connected Health Alliance. We're a member organisation with a body of now over 60 ecosystems globally, stretching all the way from Quebec, where we're working here today, all the way around the globe, touching everywhere, all the way down to Latin America, over to Europe, and over to Sri Lanka, India, and Australia. But today the focus is in Quebec and a discussion of the city of the future and where do we want to go in the future. It's a discussion that many of us think is relevant now. So without any further interruption, to talk about La Ciule du Demain, I hand over to Pascal. Welcome, all of you. Andy, thank you. It's good to see you. Bonjour tout le monde. Pascal Beauchesne de Numana. Donc, notre rôle est d'ouvrir cet écosystème québécois sur le monde entier avec nos connaissances, savoirs, expertise et avoir un focus aussi sur les grands impacts que nous vivons sur le territoire du Québec. Et sans plus tarder, j'aimerais que chacun de nos experts ce matin puisse se présenter. Nous aurons une conversation ouverte sur la ville de demain, avec un focus sur la dimension de l'empathie. Donc, ça a été une préparation quand même assez philosophique, mais on arrive avec des constats assez intéressants sur la nécessité d'amener beaucoup plus d'humanité suite à cette pandémie et nous amener à réfléchir à comment voulons-nous habiter cette ville de demain en étant plus conscients. Donc, j'invite peut-être Catherine, dans un premier temps, à se présenter. Bonjour Catherine, bon matin. Bonjour. Donc, mon nom est Catherine Morancy, je suis professeure et ingénieure, donc je suis professeure à Polytechnique Montréal et en fait, mes activités sont sur la mobilité durable. Je m'intéresse beaucoup au comportement de mobilité individuelle. J'ai des champs de recherche sur la question de la mise en œuvre de la durabilité en transport et le volet planification des systèmes de transport pour le bien-être de tous, en fait. Voilà. On a de la petite neige ce matin sur le Québec. Nous parlons de mobilité. Oui. La petite neige. Merci Catherine, bon matin. Mireille. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Mireille Jean. Moi, je suis architecte de formation, mais ma carrière est en femme d'affaires propriétaire d'une entreprise en technologie. Je me spécialise actuellement en Smart City, en ville intelligente, dans lequel je termine une maîtrise à l'Université de Stuttgart en Allemagne. Et mon objectif, ou ce que je fais, ou ce que je veux faire, est de seconder les villes du Québec et du Canada, ou un peu partout dans le monde, à prendre le virage qu'on a à prendre aujourd'hui en tant que communauté urbaine, que ce soit à cause des technologies ou que ce soit à cause des changements sociaux ou géopolitiques auxquels les villes font face. Le défi est grand et j'entends pouvoir seconder ces personnes dans leurs défis. Merci de l'invitation pour participer à ce panel. Le défi de parler de ville empathique est particulièrement pertinent aujourd'hui en 2021. Merci d'organiser ce panel. Merci Mireille. Gabrielle, bon matin. Bonjour, Gabrielle Anctil, je suis recherchiste et chroniqueuse à la première chaîne de Radio-Canada. Pour la petite histoire, je me retrouve sur un balado avec Catherine Morancy qui est sorti la semaine dernière. Je suis journaliste aussi, j'écris pour des publications comme B-Side, qui est un magazine qui s'intéresse à l'intersection des humains et de la nature, et d'autres publications qui s'intéressent à l'environnement. Puis avant de me tourner vers les médias, j'étais beaucoup impliquée dans les causes cyclistes, notamment dans un collectif qui s'intéressait à l'intersection du féminisme et du cyclisme. Et un autre qui s'intéressait à l'augmentation de la sécurité routière sur les routes à Montréal et à travers le Québec. Donc, j'ai des intérêts particuliers pour tout ce qui touche le transport, l'environnement, le design, ce genre de choses-là. Merci, Gabrielle. Bon matin. Martin, bon matin. Bon matin, Pascal. Bonjour à tout le monde. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis entrepreneur entre les milieux événementiels et technologiques depuis une vingtaine d'années maintenant. Puis, mes passions touchent la santé mentale. Je suis président d'organisme Relief en santé mentale
et bipolaire moi-même, puis je parle ouvertement de la santé mentale depuis longtemps, mais surtout sur comment que l'humanité doit changer ses façons de vivre pour devenir effectivement plus empathique, plus humain, et de retourner en arrière et se questionner sur beaucoup des choix que l'ère industrielle nous a amenés pour créer une société qui est beaucoup plus axée sur des vraies valeurs humaines. Merci, Martin. Bon matin. Marc. Alors, bonjour tout le monde. Marc Pinault, je suis directeur projet qualité et développement chez Plaquette Services Cliniques, une firme qui se spécialise dans l'accompagnement des cliniques médicales, mais aussi dans le déploiement et la promotion de technologies dans le domaine de la santé. J'ai un parcours assez empathique dans le sens que j'ai passé quand même plus de 30 ans dans le réseau de la santé publique. En service primaire, accès à la médecine spécialisée, recherche sur la santé au travail, sur l'organisation des services de santé, implantation de technologie. J'ai également participé à la planification et la planification stratégique de la construction du Centre universitaire de santé McGill, leur nouveau site. Et j'ai fait une dizaine d'années en qualité et gestion de risque qui m'a amené au cœur de l'empathie et de la nécessité d'avoir des gens empathiques qui travaillent auprès des patients qui sont en situation vulnérable dans nos établissements de santé. Merci, Marc. Et Annie, bon matin. Bonjour tout le monde, je suis bien contente de me joindre à vous aujourd'hui. Donc moi, je travaille dans le domaine de la médecine spatiale et des innovations technologiques depuis près de 15 ans à l'Agence spatiale canadienne. Mon background académique, j'ai fait mon doctorat en génie industriel à Polytechnique Montréal en gestion de l'innovation. Puis, je suis actuellement gestionnaire de portfolio de l'initiative Nouveaux Horizons en santé de l'Agence spatiale canadienne, dont l'objectif est d'explorer, de développer des technologies médicales pour les astronautes lors des futures missions vers la Lune et vers Mars. Donc, ce sont des missions qui vont demander de l'autonomie médicale, donc des technologies qui vont permettre aux astronautes d'être en plein contrôle de leur santé. Puis évidemment, comme on est une organisation gouvernementale fédérale, on a à cœur aussi de bien servir les Canadiens et il y a plusieurs parallèles qui peuvent être tracés entre les besoins de ces futures missions-là et les besoins de communautés plus vulnérables qui sont isolées d'un accès aux soins de santé. Donc, on essaie d'avoir cette approche empathique pour bien comprendre ces besoins-là terrestres, puis essayer d'agir pour développer des solutions qui vont faire du sens, autant pour nos besoins spatials que pour la communauté canadienne. Puis bien que la ville du futur sera sûrement un jour sur une autre planète, aujourd'hui, mon apport pourra être davantage au niveau des technologies de la santé, puis de ces mécanismes-là pour mettre le citoyen, la communauté au cœur de leur santé puis les rendre autonomes dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bon webinaire. Donc, chez Numana, ce qu'on aime faire, entre autres, c'est croiser les disciplines, croiser les savoirs, être capable d'avoir une vue d'ensemble et des perspectives nombreuses sur quand vient le temps d'adresser un enjeu, un besoin à l'échelle du territoire du Québec. Comment les technologies peuvent-elles venir jouer un rôle dans une chaîne de valeur et venir participer à identifier des solutions en fonction de réels besoins. L'accompagnement de Numana, maintenant, avec une mission québécoise, est une mission qui est assez colossale dans l'accompagnement de ce territoire et de tous ses acteurs dans la transformation nécessaire pour faire face aux enjeux que nous connaissons aujourd'hui, mais les nombreux enjeux également qui se soulèvent suite à cette pandémie et qui nous amènent dans un questionnement quand même assez collectif pour être capable d'y arriver et de surmonter ce qui nous attend et pour les générations également futures. Il y a un chien qui ronfle à côté de moi. Là. Je suis désolé si vous l'entendez ronfler. Je vais essayer de le
calmer un petit peu. Avant de plonger dans l'échange, donc ce matin, ça se veut vraiment un échange entre nos experts invités sur la ville de demain et la notion de l'empathie, la notion de l'humanité nécessaire dans nos villes au quotidien. La pandémie a soulevé beaucoup de choses. Nous en vivons tous, chacune au quotidien. Et ce besoin d'empathie est, selon nous, nécessaire pour être capable de naviguer dans une manière afin d'amener beaucoup plus d'altruisme et de penser à chacun. Donc, les défis sont très grands, mais en même temps, il s'agit d'opportunités assez extraordinaires pour repenser nos villes et encore une fois, comment le rôle des technologies peuvent-elles être amenées autour de cette discussion. Donc, avant de débuter, on a ensemble collectivement pondu ce petit texte d'introduction. J'invite également les participants qui sont dans l'auditoire à poser vos questions à la fin. Il y a une question-réponse sous l'écran et je vous invite à nourrir vos questions pendant ce webinaire et nous prendrons le temps de répondre au plus de questions là, possible, bien entendu, autour de 9h15 ici. Donc, comme je vous disais, on a pondu un petit texte de contexte ensemble avant de plonger dans la discussion que voici. Donc, la crise que nous vivons aujourd'hui, ainsi que tous les défis que nous aurons à surmonter collectivement, ne peuvent se comparer à aucune situation survenue depuis plus d'un siècle. Touchant l'ensemble des sphères de notre quotidien, nous devons tous faire preuve de précaution, de résilience, de flexibilité et de courage pour nous adapter à la situation et trouver les meilleures solutions. Il s'agit de la nouvelle réalité que nous vivons en tant qu'humains, qui sommes touchés de plein fouet par une crise socio-sanitaire majeure, engendrant une situation socio-économique difficile pour les plus vulnérables et des enjeux complexes de santé publique pour les villes. Cette conversation donc d'aujourd'hui en est une de conscience collective face aux nouvelles réalités urbaines et des enjeux de la population. Donc, dans les questions qui ont été identifiées, et je vais poser celle-ci ouverte à tous, chers panélistes experts, je vais commencer avec celle qui est « Comment souhaitons-nous imaginer nos villes et territoires de demain? » Donc, comment, selon vous, devons-nous réfléchir à arriver à imaginer nos territoires en fonction de la situation actuelle, mais également de vos expériences actuelles et du passé? Donc, j'ouvre la conversation avec cette question. Et nous y allons dans n'importe quel ordre. Donc, j'ai ouvert mon micro, je vais me lancer. Moi, quand on pense aux villes, là, je pense qu'il faut ramener cette préoccupation que des rues, ce ne sont pas que des milieux de transit. Et la pandémie a remis en avant le fait qu'une rue est aussi un milieu de vie. Je pense que pour certains quartiers, il y a eu un certain constat d'échec sur le fait que la rue peut servir de prolongement des unités de logement et servir de milieu de vie. Et ça, je pense que la réflexion doit être amenée. On a eu, à travers le temps, tendance à vouloir faire passer des flux et je suis ingénieur civil, donc on apprend à faire passer des flux efficacement. Mais je pense qu'il y a d'autres préoccupations. La rue a plusieurs fonctions. Oui, un milieu de transit, mais c'est aussi un lieu et on doit avoir la composante environnement. Je pense que ça ramène vraiment cet enjeu de milieu de vie. Et la question pour moi, la façon dont j'interprète une partie de cette question d'empathie, c'est justement que nos rues doivent faire en sorte que les personnes les plus vulnérables se sentent en sécurité, se sentent accueillies et qu'on sache quand on rentre dans une rue qui est bienvenue. Et ceux qui sont les moins bienvenus devraient se comporter en conséquence. Et ça, je pense qu'on n'a pas tout à fait bien intégré cette notion de milieu de vie et de quartier de vie quand on fait la conception de ces réseaux de transport. Et avec la pandémie, sachant que les gens sont plus dans leur milieu de vie, encore plus souvent, je pense que ça mérite une certaine réflexion, une réorganisation de nos villes pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie et que les gens puissent bénéficier justement de leur voisinage comme étant un prolongement de leur lieu de leur habitation. Donc, c'est un premier envoi comme ça. Je peux continuer avec ton ordre, Catherine. Je suis entièrement d'accord avec ce que j'entends, c'est-à-dire de considérer nos espaces ouverts dans nos villes, dont les rues, et non pas seulement comme des milieux de transit, mais des milieux de vie. Absolument, il faut reconsidérer ça. Les villes qu'on a aujourd'hui ont été beaucoup développées sous le modèle de faire de la mobilité et de faire des infrastructures
et peut penser de créer des milieux de vie qui seraient intéressants pour ceux qui y vivent. Moi, je vois beaucoup la ville de demain composée de quartiers où on trouvera de la diversité, oui, en tant que population, mais de la diversité aussi en tant qu'usager, en tant qu'usage, et non pas des ghettos résidentiels ou des ghettos commerciaux ou des ghettos industriels, qu'il y ait de la mixité dans la façon d'être dans un quartier, qu'un quartier ait une certaine autonomie dans ses décisions, pour question de favoriser l'engagement, pour que les gens fassent partie du quartier, qu'ils s'y engagent, qu'ils s'y sentent partie prenante, que ce soit son identité, que ces quartiers-là, qui ont leur propre identité ou une certaine autonomie, sont en relation avec les quartiers adjacents de manière à ce qu'il y ait des échanges continuels qui se font entre les deux, mais que ce ne soit pas cela qui prime, comme Catherine l'a dit, pas seulement que des voitures qui se promènent d'un quartier à l'autre. Et enfin, il y a des spécialisations qui peuvent se faire au niveau des infrastructures qu'on a besoin, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, des services publics, qui peuvent, oui, peut-être se retrouver dans un quartier qui crée nos centres-villes vraiment gros, mais peut-être aussi qui pourraient être répartis sur l'ensemble du territoire urbain et non pas seulement dans un espace, ce qui permettrait de pouvoir faire de la vie un peu partout dans la ville en question. Donc, c'est un concept de quartier avec une certaine autonomie et des services qui seraient dispensés, un engagement citoyen et des services de proximité qui seraient dispensés dans l'ensemble de tous ces quartiers. Merci Mireille. Qui veut poursuivre ce bel élan? C'est bien commencé. En fait, j'entendais le mot ouverture, l'ouverture de la communauté et tout ça. Je dirais, la pandémie, en fait, au niveau du réseau de la santé, au niveau des établissements, a en quelque sorte eu un effet contraire en ce sens qu'on les a beaucoup fermés, isolés. On les a spécialisés, on a fait des zones rouges, des zones jaunes, vertes, et on a ségrégué, si on permettait le terme, les patients, les résidents aussi dans les résidences de personnes âgées, on les a isolés. Et pour moi, ça vient chercher la notion d'empathie aussi, dans le sens que pour les travailleurs de la santé, on a mis énormément de barrières pour la sécurité de tous avec les équipements de protection individuelle. On exige même le port de masque dans les milieux publics, tout ça. Moi, j'ai vu une question passer, là, je vais tenter une réponse. C'est que moi, à mon avis, l'après-pandémie, avec ce qu'on a vécu, on ne pourra pas revenir à ce que c'était avant la pandémie. On fait face à des nouvelles maladies, des nouvelles créatures qui viennent s'attaquer à l'organisme humain, qui va faire en sorte qu'il va falloir s'adapter d'une autre façon. Et la ville et le lien, j'ai bien aimé ce que Mireille disait, la notion de quartier, ça prendrait aussi des quartiers de santé et s'éloigner du modèle des méga-centres, même si au départ, ça se voulait des centres financièrement efficientes. Le caractère humain, le caractère empathique est parfois perdu dans ces centres-là. Ce qui pose toute une autre série de questionnements, à savoir comment on distribue ces quartiers-là et ces ressources-là pour soutenir la population au niveau de la santé. Si tu me permets, Pascal, si je peux continuer sur le thème de la santé, je peux vous partager une approche qu'on a en ce moment. Donc, bien entendu, nous, on n'a pas d'action directe avec les communautés, puisque notre mandat est spatial, mais en demeure pas moins qu'on a débuté une initiative pour mieux comprendre les communautés éloignées, les communautés autochtones du nord du Canada pour
bien comprendre les besoins. Puis une chose qu'on réalise avec notre approche, c'est ce besoin d'écoute, ce besoin de s'adapter au rythme et tous ces volets d'inclusion, de co-création, de co-développement est majeur et important pour améliorer ces accès-là aux soins de santé. Et je crois que la pandémie, non seulement a mis de l'avant plusieurs technologies de la santé, on n'a qu'à penser à la télémédecine qui existe depuis très longtemps, puis qu'on n'y avait pas accès aussi facilement qu'on a présentement. Donc, cet arrêt-là que nous avons obligatoirement, je pense qu'il nous donne une opportunité de repenser comment on veut travailler ensemble. Ça devient comme une opportunité, je crois, pour réfléchir collectivement sur ce futur-là de nos villes de demain, mais aussi de comment on veut repenser nos soins de santé, les accès, pour s'assurer que toute personne et toute communauté vulnérable, que ce soit les personnes âgées, les personnes en milieux ruraux ou les communautés autochtones du Nord, par exemple, puissent se sentir inclus dans cette réflexion-là du futur, entre autres par les technologies. J'ai envie de vous faire part d'un concept que je viens tout juste de découvrir parce que j'écrivais un article tout récemment pour justement le magazine B-Side. Et c'était un article à propos d'une toute nouvelle organisation qui est en lancement là, au Québec. Ça s'appelle Nouveaux Voisins. Et eux, finalement, en réponse à la crise écologique, enfin, en réponse à toutes les questions qu'on se pose, là, parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien entre tout ça, là, propose de changer notre réflexion par rapport à qui, quand on pose la question, on veut augmenter le bien-être de qui exactement mettons de l'avant. Et pour eux, ça inclut le bien-être de l'écosystème dans un contexte de crise climatique. Donc, eux, ben, c'est un organisme qui s'intéresse à l'horticulture. Donc, ils veulent, par exemple, faire la promotion de plantes indigènes locales au lieu où ils travaillent. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qui va se trouver à Montréal, par exemple, puis à Rimouski, ça va être une liste de plantes différentes. Donc, vraiment augmenter la littératie entourant le concept d'écosystème, puis de vraiment replacer l'être humain à l'intérieur d'un plus grand écosystème. Puis moi, ça m'habite beaucoup, là, ces questions-là, depuis que je leur ai parlé, parce qu'effectivement, quand on parle de bien-être, puis de confort, effectivement, on ne peut pas imaginer que l'être humain va s'épanouir dans un monde où la crise climatique a fait des ravages, où il n'y a plus du tout de biodiversité, où il n'y a plus rien. Donc, peut-être la prochaine pierre que j'amènerais à cette réflexion-là, c'est qu'une ville qui créerait du bonheur, c'est aussi une ville dans laquelle il y a d'autres espèces vivantes qui sont elles aussi heureuses. Donc, on a des îlots de biodiversité ancrés dans la trame de la ville et pas seulement qui poussent par hasard parce que des terrains ont été abandonnés. Donc, ça, c'est une idée que je trouve... En plus, elle a quelque chose de magnifique. Là, je la trouve... c'est très... il y a une certaine poésie, je trouve, là, dans cette idée-là. Là. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'habite beaucoup ces temps-ci. J'aimerais rajouter ou appuyer encore ce que je viens d'entendre. Je suis entièrement d'accord avec le fait que lorsqu'on parle de ville, oui, on parle de mettre la personne au cœur de nos préoccupations et on fait des infrastructures pour les citoyens, les citoyennes. Ceci dit, l'écosystème devrait aussi y exister et ça devrait faire partie des principes directeurs de développement des villes, de considérer qu'il y a un environnement naturel à protéger et non pas seulement qu'à utiliser. On voit souvent l'environnement naturel comme des ressources naturelles qu'on peut utiliser pour notre bien en tant qu'humain, mais il y a aussi cet environnement naturel-là à protéger ou à faire partie ou à considérer dans nos choix. J'aurais voulu rajouter un petit quelque chose aussi, si j'ai le temps, Pascal. Oui, après ça, je laisserai la parole à Martin pour cette question, mais je t'en prie, vas-y. OK, juste par rapport à la pandémie, l'avant, l'après. La pandémie, c'est un choc qui arrive, puis je pense que les villes de demain, les villes empathiques ou les villes qui vont être le plus intéressantes à habiter, ce seront des villes résilientes, c'est-à-dire des villes qui seront capables de réagir à des chocs. La pandémie, c'est un choc. On peut avoir une guerre qui est un choc, on peut avoir les changements climatiques ou un ouragan qui arrive dans ton secteur, c'est un choc. La résilience devrait être au cœur de comment on développe nos quartiers et comment on développe nos villes. Et lorsque je parlais tout à l'heure de développer une ville par quartier
pour créer l'engagement avec une certaine autonomie, c'est une des clés qui permet justement de réagir à des chocs parce que chacun peut adapter la réaction au choc qui vient de lui arriver selon sa propre personnalité, selon ses propres ressources et selon ses propres éléments qu'ils ont entre les mains. Merci pour le temps. Merci, Martin. Je continuerai aussi là-dessus. La réalité même de la COVID, ça nous ramène de l'avant qu'on n'a pas changé beaucoup de choses qu'on devait changer il y a longtemps. Puis si on veut créer une ville du futur, quand on parle de ville intelligente, quand on parle de ville empathique, la réalité, c'est que la majorité de ce qu'on a vécu dans les 100 dernières années n'était pas des villes intelligentes ou empathiques. Et de tenter de ramener des concepts du passé dans le futur en se disant que c'était bien bon le fun dans le passé, mais on s'entend que les villes du passé étaient racistes, étaient sexistes, étaient inégalitaires à tellement de niveaux, avaient un immense avantage pour les gens plus riches et des immenses désavantages pour les gens moins riches. Puis tous ces éléments-là doivent être reconsidérés à bâtir une ville du futur. On ne peut pas juste se dire « Wow, c'était donc bien le fun dans le bon vieux temps ». La réalité, c'est que ce n'était pas le fun avant la COVID. La COVID nous donne une pause actuellement qui nous permet de bâtir de quoi de mieux pour le futur. Puis, moi, dans tout ce que j'entends, des riches partages, j'entends plein de choses, bien sûr, magnifiques, mais il y a des notions de biomimétisme là-dedans. Puis, s'inspirer de la nature, en fait, repenser à penser, s'inspirer de la nature, qui est notre première source d'innovation, serait peut-être une avenue pour les villes, pour une meilleure résilience et de prendre soin du commun. Regardons la nature un peu plus attentivement. Pour la suite, en fait, faire le relais de tout ce qui est dit, il y a une autre question qui rejoint pas mal l'ensemble des interventions, qui est la suivante. Donc, en tenant compte de ce souhait, comment on doit imaginer nos territoires puis nos villes de demain, quel est le rôle, selon vous, chers invités, de la ville dite intelligente? Et devons-nous favoriser une approche interdisciplinaire? Donc, c'est une question en deux temps, peut-être la première. Quel est le rôle, selon vous, d'une ville dite intelligente? On entend beaucoup parler de ville intelligente depuis les 10 dernières années. Vous êtes tous experts et expertes sur la notion. Vous avez été invités de nombreuses fois à partager vos connaissances. S'il est possible de vous entendre chacune sur ce rôle, selon vous, de la ville intelligente aujourd'hui. Si je peux me permettre. Lorsqu'on parle de ville intelligente, la notion de ville intelligente a été beaucoup portée dans ses débuts par les compagnies technologiques qui développaient des solutions appliquées dans le secteur municipal. C'était très business et les principes directeurs qui motivaient les développeurs de solutions étaient beaucoup la diminution des coûts, l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la sécurité. On parle peu à ce moment-là de qualité de vie ou d'humain, on parle au niveau de l'opération d'une municipalité. Ce qui a fait son travail, il y a eu des ratés, il y a eu des réussites et ça a quand même donné un nombre de chocs. Mais ça ne crée certainement pas une ville empathique. Est-ce qu'elle est intelligente peut-être en technologie, mais peut-être moins intelligente comparée à ce qu'on doit être dans une municipalité? Maintenant, la ville intelligente a encore son rôle très central par rapport à comment créer une ville empathique dans le sens que les principes directeurs doivent changer pour faire justement les implantations des nouvelles technologies dans les villes doivent être inspirées par la résilience, l'inclusivité, la diversité, la transparence dans la gouvernance. Ce sont les principes directeurs qui doivent guider les technologies qui vont aider à réaliser ces éléments-là et ces qualités-là qu'on doit retrouver dans une ville qu'on considérait comme empathique, une ville qu'on considérait comme humaine, où c'est intéressant de vivre, où la qualité de vie, elle est appuyée. Donc, les technologies, ils ont un rôle à jouer. De toute façon, on ne s'en sortira pas. On en développe. Elles sont en développement. Ce n'est pas terminé encore. Elles vont se déployer. C'est à nous à déterminer à quoi elles vont servir. Ce n'est pas l'objectif. Elles doivent servir à faire en sorte que les villes deviennent plus empathiques. Et avec, justement, je dirais un switch, un changement dans les principes directeurs qui motivent les développeurs de solutions et les acheteurs ou les déployeurs de ces solutions-là dans les villes. Je peux peut-être me permettre un commentaire désagréable, là, parce que ça fait tout le temps du bien. Mais non, dans le sens où je dis souvent que les technologies et l'électrification reportent la prise des vraies décisions. Et ça m'agace à la longue de penser qu'on a ces solutions qui arrivent, qui vont régler tous nos problèmes, qu'on n'est pas obligé de changer de comportement ou de façon de concevoir les villes.
je pense qu'il faut faire attention. J'ai toujours vu ces deux choses comme étant des accélérateurs, mais ça ne va pas penser pour nous. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la reconfiguration des espaces, il faut réfléchir à remettre l'humain au cœur de la conception de nos villes. Et la rue a 3 fonctions, hein, lien, lieu, environnement. Donc, il faut se questionner sur c'est quoi un bon partage des espaces terres urbains. Je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est la première question. Et ensuite, on voit les outils dont on dispose pour le faire. Parce qu'il y a toujours un risque avec ces technologies ou ces grandes solutions qui sont vues comme des mythes, là, YTHE, qui vont nous révolutionner, puis finalement, qui vont faire en sorte qu'on peut juste se comporter comme on le fait généralement, puis que ça va magiquement disparaître. C'est qu'effectivement, ça bloque, ça nous fait prendre du retard sur les vrais changements structuraux qu'on doit mettre en place. Et l'autre risque avec ça, c'est que quand on parle de solutions technologiques, vous savez, ce qui existe, c'est ce qu'on arrive à mesurer. Ce qui existe, c'est ceux qui sont instrumentés technologiquement quand on fournit des outils technologiques. Fait qu'il y a toujours un risque d'exclure des populations, d'exclure des choses qu'on ne verra plus par le biais de ces technologies ou des gens qui ne pourront pas en bénéficier. Donc, je suis toujours un petit peu inquiète. Bon, c'est des grands accélérateurs, donc il faut en profiter, mais il faut effectivement qu'il y ait une réflexion un petit peu plus holistique avant sur ce qu'on veut faire. Après, on voit comment ces outils-là peuvent nous faire aller plus vite. Pour moi, c'est des grands accélérateurs, là, ces technologies-là, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé, là, quand ça arrivait, là, que les véhicules connectés vont nous faire économiser des gaz à effet de serre. Plus besoin de s'intéresser à comment se déplacer autrement. Il y a toujours un petit retard qui est fait initialement quand on s'imagine que ça va régler les choses pour nous. Donc, c'était mon commentaire désagréable de la journée. Je ne considère pas que c'est désagréable, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il ne faut pas éliminer l'impact ou le côté positif que ceux qui pensent à des nouvelles technologies, ceux qui développent des nouvelles technologies peuvent accélérer ou faire en sorte que justement la qualité de vie des citoyens dans les villes soit améliorée. Il ne faut pas les mettre de côté. Ceci dit, il ne faut pas les laisser tout seuls à décider parce que c'est des gens qui développent des solutions technologiques. Mais c'est développé par des humains. N'oublions pas, ce n'est pas des machines qui développent ces systèmes-là et ce n'est pas des machines qui les déploient non plus, qui les achètent. Donc, il reste l'humain au cœur de comment on utilise, comment on s'inspire des technologies, comment on s'en sert et comment on les intègre dans notre environnement urbain. Donc, le commentaire de Catherine est très pertinent. Il faut rester humain avec nos objectifs à nous de ce qu'on veut avoir dans le futur, dans nos environnements urbains. Ceci dit, les technologies d'aujourd'hui peuvent, à mon avis, je suis une fervente que les technologies peuvent changer favorablement la qualité de vie des villes lorsque c'est pensé justement dans cette optique-là. Merci Mireille. Chers collègues. J'aurais juste oui. 2 petits commentaires sur Bien ça. Je trouve ça intéressant, la discussion sur le développement de technologie et tout ça. Deux exemples de comment, en fait, l'urgence d'agir nous pousse à développer des choses qu'on n'aurait pas pensé si on n'était pas dans un cadre d'urgence. Dans la phase 1 où il y avait tous les tests, les centres de dépistage qui se sont déployés pour la pandémie, on a eu une révolution technologique, à savoir, on était capable d'aller en ligne puis voir quel était le temps d'attente et prendre une décision comme citoyen, à voir quel centre de dépistage allait moins attendre pour me faire dépister. Donc, ce que je pense, c'est Catherine qui disait, le comportement humain est modulé par les technologies. Donc, les technologies sont là, en quelque sorte, pour aider la prise de décision au niveau organisationnel, je dirais. Et là, on rentre dans une dimension où les technologies peuvent aider la prise de décision du citoyen. Et je pense que puis je ferai un parallèle, l'urgence d'agir pousse l'humain à probablement plus innover, mais en même temps a tendance à régler les problèmes à courte vue et non pas dans leur globalité. Alors, c'est mon 5 cents sur ce sujet, de ce thème-là. Merci Marc. Sans ralentir l'élan sur la notion des villes intelligentes, je vous invite, chers invités, à poursuivre, mais je veux juste lire quelques commentaires pour nourrir peut-être la suite au niveau de la ville intelligente. On parle beaucoup dans les questions qui sont posées. Merci d'ailleurs. Il y a la question des plus vulnérables. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte
d'être plus inclusifs et ceux en marge de la société qui sont ce qu'il y a de plus important dans le cœur d'une ville. Comment est-ce qu'on peut faire avec les notions de ville intelligente pour être inclusif et ne pas oublier personne? Donc, j'invite à poursuivre. Je pense que la notion de base de ville inclusive et ville intelligente se doit de repenser effectivement l'utilisation des technologies pour y arriver. Traditionnellement, les technologies dans les 20 dernières années ont été basées sur des nerds qui bâtissaient de la technologie et qui décidaient pour la planète au complet qu'est-ce qu'on voulait. On s'entend que je suis un nerd moi-même, que j'ai le droit de le dire. On n'est pas les meilleurs à comprendre ce que l'humain a besoin, qu'on vient d'un background très technologique. Et malheureusement, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les écrans ont été pensés pour une utilisation technique et non humaine. Mais cela dit, quand on utilise la technologie comme un outil et non comme étant une fin, on réalise qu'on peut créer un environnement beaucoup plus équitable et beaucoup plus égal. Je me rappelle ce que Tata a fait un peu partout dans le monde, dans les pays pauvres, il y a plusieurs années, d'utiliser les téléphones mobiles pour redonner aux femmes la capacité de prendre un rôle de leadership dans leur communauté. Et puis, il y a des projets incroyables qui permettent d'utiliser la technologie pour redonner un espoir puis reconnecter les gens à travers le monde ensemble. Puis moi, c'est là que la technologie fait son sens à réégaliser tout sur Terre. Je pense qu'on a un exemple très, très intéressant d'utilisation de la technologie de manière à encourager la participation citoyenne, à encourager l'inclusion, c'est à Taïwan. Je ne sais pas si vous avez bien suivi là, ce qui se passe là-bas depuis le début de la pandémie, mais ils ont une ministre extraordinaire, Audrey Tang, qui est responsable du dossier numérique. Puis eux, justement, depuis le tout début, tous les problèmes auxquels nous, on a eu à faire face, là, et ça inclut les pénuries de papier de toilette, à chaque fois, il y a eu des réflexions vraiment intéressantes, puis une utilisation très, très, à la limite ludique des technologies de manière à vraiment connecter avec les citoyens. Il y a des applications qui permettent de savoir où acheter des masques réutilisables. Il y avait des animations qui ont été faites pour faire des blagues autour du concept de papier de toilette. Non, il ne va pas en manquer. Donc, à chaque fois, les technologies sont vraiment utilisées pour mieux connecter avec la société, mieux communiquer les messages gouvernementaux. Puis là, même avant la pandémie, Audrey Tang, moi, je trouve très, très fascinant ce qu'elle fait. Mais depuis qu'elle est en poste, elle a mis, par exemple, en place des systèmes de concertation citoyenne qui ont permis de résoudre toutes sortes d'enjeux hyper problématiques, par exemple la vente d'alcool en ligne, la régulation de services comme Uber, ce genre de choses-là. Donc, elle prend les avantages des technologies, elle s'en sert pour améliorer le tissu social. Donc, il existe des exemples de technologies pour le bien de la société. Et puis, c'est pas juste imaginaire, là. Après ça, à nous de l'adapter à notre culture, à notre société, à nous. Mais je pense que, enfin, je trouve que souvent, puis c'est pas du tout le cas en ce moment, là, mais souvent, on va avoir un discours un peu techno-négatif dans le sens où ça va être « Ah, la technologie, c'est dangereux pour nous, ça nous amène des problèmes de santé mentale, tout ça. » Puis c'est pas inévitable. Et selon moi, des choses comme par exemple la littératie numérique vont pouvoir nous aider à mieux comprendre les enjeux, puis mieux tirer profit des technologies qui viennent à nous parce qu'effectivement, il y a énormément de potentiel là. Je peux me permettre de poursuivre. J'ai bien aimé cette notion-là d'adaptation, adapter la technologie. Puis, quand je pense aux technologies spatiales qu'on développe, bien entendu, on veut qu'il y ait des bénéfices terrestres et tout. Et on s'est penché sur la question au niveau des technologies médicales, comment les nouvelles technologies pouvaient être adaptées dans différents types de populations, différentes communautés éloignées. Puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont démontré que lorsqu'on amène des nouvelles technologies, par exemple, si la prise en compte des spécificités de la communauté n'était pas bien réfléchie, il peut y avoir des bénéfices immédiats, mais aussitôt que les spécialistes se retiraient de la communauté en espérant qu'il y ait une continuité d'utilisation de la technologie, il y avait une espèce de clash qui se faisait, puis la technologie devenait qu'à s'empoussiérer et tout ça. Donc, nous, on développe certaines technologies, de l'intelligence artificielle, support à la prise de décision, parce que ça va être requis pour les futures missions vers Mars, et on veut voir comment intégrer ça parmi les besoins
de populations qui n'ont pas accès, par exemple, à des spécialistes médicaux. Et c'est tout un défi de voir à cette adaptation-là, cette approche-là qui doit être faite autant au niveau des entrepreneurs technologiques, des décideurs locaux, les communautés, les organisations de législation. Donc, l'écosystème est énorme lorsque vient de la prise de décision à l'implantation. Puis ça devient comme une espèce de gros mammouth pour faire avancer, ce qui parfois peut ralentir cette accélération dont Catherine parlait tout à l'heure. Et je n'ai pas de réponse à ces questions-là sur comment faire cette approche-là, mais je pense qu'il faut définitivement mieux penser cette adaptation-là technologique pour justement ces populations peut-être plus vulnérables-là qui ont parfois encore plus besoin d'outils pour les aider. Donc, voilà. Puis dans toutes ces notions qu'on entend et que vous nourrissez là, pour cette conversation-là, pour faire suite avec les notions de ville intelligente, puis vos connaissances, vos expertises de l'accompagnement, de méthodologie de ville intelligente, ça prend aussi les ingrédients de l'interdisciplinaire. Puis ça, j'aimerais ça vous entendre sur la notion de comment on arrive à ce que les disciplines puissent être ensemble vers un bien commun, en laissant tomber l'ego, la fameuse bébête humaine là, qui nous empêche là, souvent d'aller de l'avant avec des projets d'impact en pensant à tout le monde et pas seulement qu'à soi-même. Comment est-ce que les disciplines peuvent-elles réussir à collaborer de manière fluide selon vous? Je vais peut-être y aller avec le volet enseignement, là, enseignement et projet de recherche, parce que c'est mon domaine d'intervention, mais c'est très, très présent actuellement dans les groupes de recherche d'avoir des approches multidisciplinaires, interdisciplinaires. Il y en a un autre là, que j'oublie parce que je ne suis pas spécialiste sur la question, mais il y a de plus en plus de programmes qui acceptent des demandes de subventions qui obligent d'avoir des spécialistes de plusieurs domaines. Ça, je trouve que c'est déjà un pas en avant, parce qu'on a toujours eu de la difficulté à faire financer des projets qui étaient axés sur plusieurs domaines. On tombait dans un vide qui était géré par aucun fonds. Ça change. Puis il y a même des regroupements dont le mandat même est de mettre en relation des gens qui sont dans des domaines différents. Je dirais qu'au niveau des étudiants, c'est parfois plus difficile parce qu'ils s'inscrivent dans une démarche qui est très j'apprends un domaine, je vais être ingénieur civil. Ça, c'est plus compliqué, je dirais, dans notre formation habituelle. C'est plus facile aux études supérieures. Mais moi, je ne vois pas comment on y arrive, surtout sur des projets comme des villes. Des villes, on modélise des gens, on a des infrastructures, on doit tenir compte des perceptions. Je ne vois pas comment on peut avoir une compréhension complète sans interpeller à peu près, en tout cas, plusieurs des domaines, la psychologie, la sociologie, l'ingénierie, la santé. Tout le monde est impliqué. Et en plus, il faut avoir la capacité de bien comprendre les interactions avec la population. Donc, ça prend effectivement, je ne comprends pas comment on peut s'en sortir sans avoir cette compréhension. Et elle doit être aussi multigénérationnelle. Parce que je trouve qu'on a de la difficulté à intégrer nos deux extrémités de courbe démographique, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. On a de la difficulté à les insérer dans les réflexions habituelles, dans la conception des villes. Et pourtant, je veux dire, ce sont certainement les segments les plus vulnérables de façon générale. Il y en a plein d'autres, là, mais ils ne sont pas assez présents dans ces discussions-là sur la façon dont on doit concevoir les villes pour eux. Et je dirais, les populations âgées, on va en avoir beaucoup. On en a beaucoup déjà. Ils ne sont pas présents dans les réflexions, dans les discussions, dans la conception des outils. Je trouve que ça, il y a un enjeu au niveau de l'équité démographique de nos stratégies. En tout cas, voilà. Merci, Catherine. Quelqu'un souhaite rebondir sur la notion d'interdisciplinarité? Oui, j'aimerais bien rebondir là-dedans dans la notion de ville intelligente. J'étudie là-dedans à plein temps et je constate que dans la notion de ville intelligente actuellement, il y a deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup. Tu as le monde technologique qui développe leur technologie, qui font des affaires. Souvent, c'est le monde des affaires ou le monde de la recherche, qui sont un écosystème de technologie. Tu as l'autre, peut-être avant de dire ça, c'est les villes actuellement font face à 3 enjeux importants. L'augmentation de la population urbaine,
les changements climatiques, puis la baisse des ressources naturelles pour pouvoir continuer à construire ce qu'on a à construire. Pour faire face à ça, on utilise la ville intelligente. Bon, dans la ville intelligente, tu as l'école de pensée que c'est les technologies qui vont solutionner tout. Et tu as l'autre école de pensée, c'est pas la technologie, on n'a pas besoin de la technologie, on a seulement qu'à changer nos habitudes de vie. Moi, je crois fondamentalement que l'interdisciplinarité est essentielle et dans ces deux mondes-là, il existe. Il y a les sciences que je qualifie peut-être les sciences sociales et les sciences de l'économie numérique ou des technologies numériques. Et je pense que pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des villes qui se développent de façon intelligente dans l'avenir, ces deux mondes-là doivent se parler. Donc, l'interdisciplinarité, je pense que c'est la clé pour pouvoir justement trouver les solutions qui seront les mieux adaptées par rapport aux défis que les villes ont à faire aujourd'hui. Et lorsque je parle d'interdisciplinarité, je parle des disciplines scientifiques et des autres disciplines que je qualifie plus sociales, comme on va parler de psychologie, d'histoire, d'anthropologie, d'urbanisme, d'architecture, etc. Ils doivent absolument se parler ou de travailler ensemble et de développer ensemble les solutions que les villes ont besoin aujourd'hui. Essentiel, à mon avis. Merci Mireille. Si je peux faire un parallèle avec le fonctionnement du système de santé, je pense qu'en plus d'avoir l'empathie à la base, je pense que l'interdisciplinarité est absolument à la base du succès que ce soit un plan d'intervention, que ce soit un traitement, que ce soit une intervention psychosociale auprès d'un patient. Et malheureusement, qui dit interdisciplinarité dit être humain, parle de professionnel qui est parfois défendeur de ses chasses gardées d'expertise. Et c'est là le défi de faire tomber ces murs et ces silos entre professionnels pour qui, en fait, réalisent qu'en se complétant, c'est beaucoup plus riche. Et je prends exemple au Québec avec les groupes de médecins de famille où on intègre infirmières praticiennes spécialisées, travailleurs sociaux, nutritionnistes, kinésiologues. Et tout ce qu'on parle de programme de maladies chroniques où l'intervention interdisciplinaire est absolument à la base de gérer ces problèmes chroniques. Je pense que c'est un modèle qui serait intéressant à quand même exporter parce que quand ça fonctionne, quand le médecin embarque, pour ne pas nommer une des professions, je pense que c'est très porteur et je suis pas je pense qu'il y a plus d'experts autour de la table pour dire comment on transpose ça à la ville de demain. Mais je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Si je peux continuer, une chose qui est intéressante aussi avec le secteur de la santé, c'est de plus en plus aussi l'inclusion du patient dans ce processus-là et non pas les experts qui vont aller vers le patient, donc cette inclusion-là. Puis j'aurais une question, si tu me permets, Pascal, pour les panélistes, parce qu'évidemment, la ville intelligente en tant que telle, c'est pas mon expertise. Puis cette difficulté, des fois, à rassembler ces deux mondes, comme ça a été exposé, comment vous pensez qu'il est possible d'en arriver à cette réconciliation-là des mondes? Ce devrait être le rôle de qui en termes de meneur? Parce que là, on parle d'inclusion, c'est un peu le rôle de tout le monde, mais j'imagine qu'il doit y avoir un porteur de ballon quelque part. Donc, comment y arriver? Parce que ce concept-là, je pense qu'on y pense depuis longtemps, puis on le remarque depuis longtemps. Donc, comment accélérer pour le mettre en place pour la ville de demain? Je n'ai pas de solution globale à donner, mais il y a certainement des travaux qui peuvent être faits partout. Déjà, si on pense que les deux univers devraient se parler au lieu de se contester puis dire l'autre n'a pas raison, c'est moi qui ai raison, on va déjà faire un pas. Par contre, une chose qui serait faisable, à mon avis,
Dans les milieux universitaires, dans la recherche universitaire, il y a de la recherche scientifique qui se fait avec les sciences fondamentales, il y a des recherches qui se font en sciences sociales. Je pense qu'on devrait favoriser des recherches avec en mixant les deux, de s'assurer un peu comme Marc a parlé tout à l'heure dans les cliniques où on commence à imposer ou à s'assurer qu'il y a plusieurs disciplines de présence dans les cliniques. Bien, dans un projet de recherche, il devrait y avoir aussi une mixité dans les chercheurs et les chercheuses qui sont impliqués dans ces projets de recherche-là. Et cette mixité-là devrait aller autant dans les chercheurs dans le domaine scientifique que les chercheurs dans les domaines sociaux. Puis je pense qu'à ce moment-là, ce qui sortirait comme solution serait beaucoup plus adapté aux besoins de nos villes. Il y aurait peut-être une piste à ce niveau-là. Peut-être. Moi, je vois moins cette rupture-là que je ne sais pas, je la perçois moins, là, la rupture que d'un côté, il y a des technos, de l'autre côté, il y a des gens en sociologie. Là, je la perçois moins. Dans les équipes qu'on a, on aborde la question des problèmes. Quand on fait des recherches de solutions, bien là, il y a des solutions de type technologique, il y a des solutions de type transformation des allocations d'espace. Pour moi, c'est des ensembles de solutions. Fait qu'évidemment, une technologie doit s'inscrire comme instrument pour répondre à certaines ambitions que les villes peuvent se fixer. Donc, je pense que la réflexion est vraiment globale au niveau de la transformation des villes et de la recherche des meilleurs outils pour aller atteindre certaines cibles qu'on peut se fixer. Moi, je pense que le problème est en amont. C'est sur le type de ville qu'on veut créer. Après ça, il peut y avoir plusieurs façons d'y arriver. Et quand il y a eu un congrès à Montréal qui s'appelait ITS World, qui était sur le transport intelligent en 2017, et on avait interrogé dans les villes qui avaient été identifiées comme les meilleures smart cities à l'époque. Il y en a un qui disait, vous savez, une ville intelligente, c'est pas seulement via ses technos, c'est aussi sur sa façon de mettre en avant des modes de transport doux. Bon, il y avait un petit peu des points de vue d'un peu partout, mais c'est vraiment sur cette vision que doit devenir la ville. Et quels sont les meilleurs outils dont on dispose? Parfois, ils sont technologiques, parfois, ils sont d'autres natures. Et je pense, moi, c'est vraiment la réflexion en amont qui m'inquiète un petit peu plus sur le positionnement du rôle des technologies à travers ça. Mais je vois plusieurs équipes multidisciplinaires. Évidemment, il y a le volet public-privé qui est sans doute un petit peu plus compliqué. C'est qu'on a des entreprises qui vont venir proposer des outils et c'est là où peut-être que la vue holistique est moins claire. Là. Mais moi, c'est clair pour moi que les villes sont à la base de la création de ces vues un petit peu plus globales de ce qu'elles veulent devenir dans le futur et après ça, de positionner le rôle des différents types de solutions. Dans le cadre de... Oui. Quelque chose si on a 2 minutes. Oui, d'où vient, moi, ma perception qu'il y a les deux mondes, c'est dans le milieu universitaire que je vois actuellement. Il y a les computer science qui font des recherches en intelligence artificielle, en technologie numérique, qui vont s'appliquer dans le domaine municipal. Ils sont dans leur sphère et ils font de leur mieux, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, pour développer les meilleurs systèmes, mais ils sont dans leur sphère sans être influencés par les autres secteurs qui sont plus sociaux. Et tu as ceux qui pensent, qui sont dans d'autres chaires qui sont dans le développement durable. Et souvent, dans le développement durable, on va penser à l'environnement et tout ça, et changer les comportements. Et ils vont s'intéresser peu aux technologies en disant, lorsqu'on aura décidé de comment on veut, les technologies s'adapteront. Moi, je rêve d'un lieu où il y aura une chaire ou un centre de recherche où les deux univers travailleront ensemble dans leur propre recherche. Donc, si tu es dans la recherche qui cherche des solutions dans le terme du développement durable, tu es en collaboration avec ceux qui font de la recherche dans le computer science. Et comme ça, ils s'influencent l'un et l'autre. Je ne pense pas que l'un a plus raison que l'autre. Je pense qu'ils ont besoin d'être ensemble pour s'auto-influencer. Puis c'est comme ça que collectivement, on va avoir les meilleures solutions pour nos villes, à mon avis. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore vu un centre universitaire qui offrait ce genre de mixité-là dans les projets de recherche. Peut-être que ça existe, mais moi, je ne l'ai pas vu encore. Ce qui m'amène à poursuivre, en fait, il y a un lien qui se fait là, naturellement vers une des questions qu'on a identifiées pour la discussion de ce matin. Puis, je reviens à la notion du côté interdisciplinaire, puis qu'est-ce qui bloque finalement à ce que tout ça puisse laisser place à plus de souplesse et qu'on puisse travailler dans une vision commune. La question, j'aimerais vous entendre sur la question du changement de comportement. Parce que là, on amène la dimension humaine dans cette 5e révolution industrielle dont on parle partout.
Le World Economic Forum parle du Big Reset, le Great Reset à échelle humaine. Et là, on parle de comportement de plus en plus. Puis, changer de comportement, ben, je ne sais pas autour de vous, mais moi, de l'aborder, ouf, là, on sort un peu de son confort. Pourquoi je devrais changer de comportement? Pourquoi je devrais faire des choses pour le bien de tous? La notion du changement de comportement est de l'individu, de l'humain. On doit tous, à un moment donné, quelque part, il me semble, arriver à prendre conscience qu'on aura des petites choses à améliorer parce que c'est l'évolution humaine. Puis j'aimerais vous entendre sur cette notion qui est plus humaine dans un cadre dont on parle Smart City, amener plus d'humanité, de bienveillance, d'inclusion, mais le changement de comportement. Parce que pour parler de changement de comportement, c'est probablement le sujet le plus complexe et que personne n'a réussi à complètement craquer et comprendre. Si on était capable de changer les comportements, on n'aurait plus de problème avec l'environnement, on n'aurait plus de problème avec le racisme et le sexisme, comme il y a beaucoup de choses qui auraient évolué beaucoup plus rapidement. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser à quel point qu'on a changé le comportement dans les dernières décennies. La réalité, là, on regarde juste le fait qu'en 2000, on ne connaissait pas c'était quoi un iPod ou un iPad, puis d'être connecté sur Internet 24 sur 24, c'était en haute vitesse, c'était pas courant, c'était un luxe plus que quelque chose qui arrivait tout le temps. Puis je pense qu'on essaie toujours de penser qu'il faut accélérer ces changements-là versus de structurer le changement pour qu'il arrive continuellement. Puis je pense que c'est justement d'établir des petits pas continuels versus tenter de faire des immenses pas couramment qui permet éventuellement d'amener un changement concret dans lequel les gens vont croire. Je ferai du pouce là-dessus sur le volet comportement. Ça fait des décennies que les experts en santé publique et surtout ceux qui sont en promotion de la santé parlent de changement d'habitudes de vie, d'adopter des habitudes de vie saines et tout ça. Et c'est malheureusement pas quelque chose qui se change du jour au lendemain. On doit mesurer le changement sur plusieurs décennies, regarder comment, dans les années 70-80, les espèces de campagnes là, de participation, de bouger. Je me rappelle des annonces qui jouaient, là, ça finissait « Va jouer dehors ». Puis avec l'avènement des jeux vidéo et tout ça, ben, on dirait qu'on a quasiment fait un pas en arrière avec la jeune génération qui bouge moins, qu'on doit dire, bon, ben là, puis ça se passe pas loin de chez moi ici, il y a toujours une crise vers 6h moins 10 quand c'est l'heure du souper, puis que le parent ferme l'Internet. Et là, parce que c'est l'heure du souper. Alors, on parle de comportement, mais il faut faire attention parce qu'on peut glisser dans l'autre direction aussi avec l'avènement de technologie et tout ça. Mais je pense que faut surtout pas lâcher. Il y aura toujours un pourcentage. Je me rappelle toujours là, le quadrilatère, là, les 4 carrés. Il y a toujours quelqu'un dans le carré, moins. Mais il faut travailler sur les gens qui sont dans le plus et le moins. C'est peut-être eux autres qui sont plus faciles à changer que les moins. Alors, au moins, si on se rend à 75 ben, c'est mieux que de rester dans le coin du 25 positif, puis de ne pas travailler sur la possibilité de changer. Là. Puis je pense que ça se transpose bien dans le volet là, changement, comportement citoyen, comportement empathique et tout ça. Là, je pense que il y a des opportunités avec la pandémie à aller chercher puis à aller à apprendre de ça. Là. Et si on reste dans cette notion de changement de comportement, puis à l'échelle peut-être plus de nos organisations, de nos structures, tant les villes, municipalités, mais nos entreprises technologiques au service de ce bien commun, des ingrédients, selon vous, pour arriver à un changement de comportement de nos entreprises, pour arriver à s'adapter à la nécessaire collaboration, puis aussi amener beaucoup plus de dimensions humaines au niveau même du cœur d'une entreprise. Il me semble qu'il y aura beaucoup à faire. J'aimerais vous entendre à ce sujet au niveau de ce changement de comportement de nos entreprises de tout secteur.
Pour ma part, je peux le lancer, là, je vais amener de la profondeur là-dessus. La notion de la culture organisationnelle est une chose qui, à mon avis, doit être vue. On a parlé de ressources humaines pendant des décennies, mais là, il y a une culture organisationnelle qui doit être mise en place afin de s'adapter aux besoins même des employés d'une structure. En commençant par là, il faut que ça vienne aussi de la haute direction. C'est ce qu'on appelle un fameux walk the talk. Et ce n'est plus qu'une simple quête au KPI, là. Donc, le rendement ne peut plus être seulement que pour l'entreprise. Mais pour ça, ça prend tout qu'un changement de culture organisationnelle et de gouvernance pour arriver à développer des modèles qui s'adaptent à la nécessité d'être durables et pérennes. Donc, c'est pour ça que j'ouvrais cette question sur vos perspectives sur le changement de comportement, mais à échelle de nos entreprises au niveau de leurs solutions, certes, mais à l'échelle humaine, dans nos structures. Si je peux me permettre je voulais juste me permettre un commentaire. Évidemment, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais basé sur mes observations. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec les nouvelles générations montantes des leaders qui ont une conscience, de ce que j'observe, une conscience collective qui est très inspirante. Et on regarde, c'est la vieille garde ou certaines entreprises établies depuis longtemps. Je pense que ça tend à changer. Je crois en continuant d'encourager ces nouvelles approches-là empathiques, de résilience, d'inclusion. On parle beaucoup plus d'inclusion présentement que vous le 10 ans, par exemple. Donc, tout ce que je peux dire, d'après mes observations, je demeure optimiste que les choses vont bien évoluer, peut-être être patient et trouver les bons moteurs qui vont permettre de pousser et d'encourager ces initiatives inspirantes-là. J'aurais juste fait un commentaire assez pragmatique. Dans les entreprises, il y a deux éléments qui peuvent imposer le changement, c'est l'offre et la demande. Actuellement, il y a des grands changements culturels dans les entreprises en ce qui concerne la gestion des ressources humaines parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Et à ce moment-là, il faut être plus attractif. Pour être plus attractif, il faut que tu mettes des qualités que les travailleurs vont vouloir trouver. Donc, ça crée le changement au sein des entreprises. L'autre élément de changement au sein des entreprises, c'est pas compliqué, c'est la législation. Lorsque collectivement, on pense que la manière de fonctionner dans nos organisations doit être faite d'une certaine façon, si on pense à la protection de l'environnement, le respect de la vie privée, le respect du personnel, ça peut aussi passer par la législation pour être sûr qu'il n'y a pas de récalcitrant ou qu'il n'y a pas de déviation par rapport à ce que collectivement on a décidé de comment on veut vivre dans nos sociétés. Voilà, c'est deux éléments assez basiques dans les affaires, l'offre et la demande, puis la législation. Je ferais juste un commentaire, mais qui n'est pas sur les entreprises, là. Parce que sur la question des changements de comportement, je pense que la pandémie nous fait un bon enseignement, c'est que je pense qu'on est tous plus conscients que certains de nos comportements individuels ont un impact sur les autres. Et c'est toujours très dur de ramener ça dans la prise de décision. Tu sais, c'est un arbitrage perpétuel. Puis j'ai eu en conférence, j'ai reçu parfois des questions où les gens disaient, vous savez, moi, je prends ma voiture parce que moi, j'aime ça avoir mon tampon entre mon travail et ensuite, et moi. Et là, j'ai posé toujours la question, mais bon, oui, mais est-ce que votre comportement, est-ce que c'est souhaitable que tout le monde l'adopte? Parce que cette question de mise à l'échelle des comportements permet d'évaluer c'est quoi les impacts globaux. C'est ça que je trouve dur, c'est qu'on n'a pas, je ramène souvent cette notion d'altruisme, là, la façon dont ce que je choisis de faire, est-ce que ça affecte la qualité de vie des autres? Est-ce que ça a un impact global positif ou négatif? Et si tout le monde faisait comme moi, dans quel type de monde est-ce qu'on vivrait? Puis cette question-là, pour moi, n'est pas assez mise en avant. C'est la question de savoir qui bénéficie, qui subit les effets des comportements individuels. Puis il y en a plein, là. Le choix d'une école. T'sais, si j'envoie mon enfant à une école qui est à 50 km 25, parce qu'on voit plein d'affaires bizarres, mais je prends ma voiture, je vais le reconduire, ça a un effet sur le milieu de vie des autres. Et c'est la somme de tous les choix individuels
qui a un effet global après. Puis ça, on n'en tient pas souvent compte. C'est pas si trivial d'évaluer les effets collectifs. D'évaluer les impacts sur nous, parce que des fois, je fais des choses parce que c'est bon pour moi, les impacts sur les autres qui sont proches de moi, puis les impacts globaux, là, les minerais qu'on extrait quelque part pour que je puisse avoir un ordinateur. Ce volet-là, il est dur à intégrer dans le processus décisionnel, mais pour moi, c'est ça qu'on doit mettre davantage en avant, les effets collectifs, globaux de nos décisions quotidiennes, individuelles. Je ne sais pas comment le faire, là, mais il y a ça qui est pas assez évident quand on achète quelque chose, quand on fait un geste, ce n'est pas écrit dessus comme les calories. Là. Mon Dieu, quelle belle révolution. Hein? C'est pas marqué, voici l'impact global que tu vas avoir sur les populations de, je ne sais pas, Amérique du Sud. On ne le sait pas, c'est trop flou. En tout cas, il y a ce souhait là, que cette information-là, la traçabilité de nos impacts, je dirais, ce serait vraiment utile pour conscientiser les gens sur les impacts de nos décisions. Je vais en profiter pour répondre à une question qui est posée dans l'auditoire par Catherine Roy, puis la notion des personnes dans nos villes et nos municipalités qui sont atteintes d'un certain handicap. Je ne peux pas être plus d'accord de comment se fait-il que ces personnes ne sont pas incluses dans le dialogue, dans la conception urbaine d'une ville. J'étais, avant les fêtes, autour d'une table pour une municipalité au Québec pour justement là, redéfinir un plan d'action sur plusieurs années. Et il y avait une personne handicapée à mobilité réduite autour de la table. Puis, elle nous a amené beaucoup de profondeur quand c'était à son tour de parler en nous disant, si vous pensez que votre quotidien est difficile, là, moi, c'est fois 100. Ça remet les choses assez rapidement en perspective. Et quand on parle d'empathie, je pense qu'une des pistes où on doit tous et chacun amener un changement de comportement puis une meilleure compréhension de l'empathie, c'est de se mettre dans un environnement où la réalité, on peut la vivre moindrement. Je pense que c'est par l'expérience, parce que par la littérature, la théorie, on peut lire très longtemps, on peut lire toute une vie, mais si on ne se plonge pas dans une expérience qui va nous faire vivre ce que la personne peut vivre au quotidien, moi, je pense que la technologie peut amener beaucoup d'expérimentation à ce niveau-là. Pour poursuivre, une question qui nous a tous touchés, tous et chacun, est celle-ci. Et si nous repensions aux écosystèmes que propose la nature pour nos milieux de vie, hein, donc je l'ai mentionné là, en début de webinaire, on l'a tous effleuré quelque peu sur la place que doit prendre la nature. Selon vous, là, qui êtes tous et chacun à votre manière là, des amateurs de nature, comment la nature dans une ville doit-elle retrouver son sens et comment aussi amener, bien sûr, des écosystèmes qui accompagnent les villes dans ces transitions à ouvrir le dialogue avec des secteurs de la nature et de l'environnement? J'aimerais vous entendre là-dessus. J'aurais tendance à dire les villes doivent renouer avec la nature. On a, dans l'histoire de l'humanité, eu à combattre la nature, qui était difficile pour l'être humain, puis on a continué là-dedans. Notre évolution s'est faite extrêmement vite et on a éliminé la nature de notre environnement. On l'a fait, oui, on a nos petits jardins, mais ce n'est pas la vraie nature qui vient, c'est une nature domestiquée. Je pense qu'il faut trouver une manière de remettre à la place de la nature dans nos milieux urbains. Pas juste la nature domestiquée, mais la nature elle-même. Tout à l'heure, je pense que c'est Gabriel qui parlait de voir au niveau de la rusticité des arbustes, des plants qu'on devrait mettre. Je suis une adepte de ça. Je pense qu'il faut revenir à ça et ça n'a que du positif parce que ça va être de façon naturelle et les écosystèmes qui sont liés avec la nature elle-même, c'est pas juste un arbre, c'est un arbre avec ses moustiques, avec ses oiseaux, avec ses rongeurs qui doit revenir en ville. Et à partir de là, ça demande moins d'efforts, ça demande moins d'insecticides, c'est moins dur sur l'environnement, ça crée un environnement qui est agréable pour l'être humain aussi. Donc, je pense que la ville doit trouver sa manière de remettre la nature dans son environnement bâti, collectif, communautaire. Peut-être faire un parallèle avec l'espace. Il n'y a évidemment pas de nature dans nos stations spatiales et sur les prochaines planètes.
mais c'est un sujet qui est très important lorsqu'on parle d'exploration spatiale parce que cette relation-là entre l'humain et la nature en termes, mettons, les plantes ou l'agriculture a des effets psychologiques importants sur l'humain, lorsque l'humain est isolé ou qui est loin, en éloignement ou quoi que ce soit. Donc, il y a différents projets qui sont menés aussi en agriculture. L'agriculture, oui, pour les besoins vitaux de se nourrir, mais également pour tous les aspects psychologiques. Donc, petit parallèle spatial sur la nature. Je pense que ça touche un peu la notion d'empathie, parce que c'est pas seulement, puis on l'a dit plus tôt, là, la nature, c'est pas quelque chose qu'on doit percevoir comme pouvant nous donner quoi que ce soit. Puis je pense que c'est la façon de penser qu'on a eue jusqu'à présent et qui est celle qui a mené à la situation dans laquelle on est présentement. Mais effectivement, avoir de l'empathie aussi pour l'environnement naturel qui nous entoure, je pense que c'est vraiment important. Puis l'empathie, finalement, c'est une compétence transférable, j'ai l'impression. Donc, si on réussit à la développer dans un domaine, on va pouvoir potentiellement plus facilement l'amener ailleurs, dans d'autres réflexions. Puis Pascal, tout à l'heure, quand tu racontais l'anecdote de la personne avec des difficultés de mobilité, moi, je me suis récemment retrouvée dans une situation où j'ai été temporairement, entre guillemets, handicapée. Là, donc, j'ai perdu beaucoup de capacité de mobilité suite à une opération assez invasive. Puis je m'étais beaucoup intéressée à la question dans ce contexte-là. J'avais écrit un article sur le sujet et ça m'avait amené à faire une entrevue avec une représentante d'un organisme justement de défense des droits des personnes handicapées qui m'avait finalement... En fait, c'était un moment qui m'avait totalement ouvert les yeux, mais qui m'avait fait réaliser que dans son travail, elle ne parle pas des personnes handicapées et des personnes non handicapées, mais elle considère que c'est finalement un spectre et que tout le monde a le potentiel d'un jour à l'autre de changer de côté là, pour passer, par exemple, à quelqu'un qui vient d'accoucher. Donc, quelqu'un qui est en parfaite santé, qui n'a pas du tout de problème de santé, mais qui soudainement doit naviguer la ville avec une poussette, avec des bébés qui hurlent. Enfin, donc il y a toutes sortes de... On se casse la jambe, là, on va patiner, on est en pleine forme, l'après-midi, tout va bien. Le lendemain matin, on doit se promener avec des béquilles en plein mois de mars, pendant plusieurs semaines. Donc, l'handicap ou les difficultés de mobilité, c'est pas quelque chose que moi, ça m'arrivera jamais. Au contraire, on doit comprendre qu'on est toujours un peu sur le spectre, puis une journée, on va avoir plus de mobilité, puis le lendemain, pour toutes sortes de raisons. Puis là, il y a évidemment l'âge, il y a des raisons qui sont prévisibles, mais ce n'est pas les seules manières qui vont nous mener à être handicapés. Moi, ça m'avait totalement... Par exemple, c'était intense parce que l'opération avait été tellement invasive que quand j'allais prendre des marches, simplement arriver à l'extrémité des trottoirs, vous voyez le bout qui descend, là, qui mène à la rue. Mais moi, si ce n'était pas parfaitement à niveau entre le trottoir et la rue, c'était une souffrance. J'étais en douleur et je ne pouvais pas vraiment continuer ma marche. Il fallait absolument que j'aie quelqu'un avec moi qui m'aide à descendre du trottoir. Mais là, on parle de quelque chose qu'on fait tous les jours, constamment, de manière tellement banale. Puis ça m'avait renvoyé à une promenade que j'avais faite avec ma grand-mère quelques années plus tôt où justement elle avait des difficultés à ces endroits-là puis j'arrivais pas à comprendre. Et là, soudainement, je me dis, OK, mais moi, je suis dans la trentaine, je suis autrement dit en parfaite santé et là, je viens de comprendre à quel point le maudit incertitude, c'est insupportable pour moi. Là. Donc, ça avait vraiment, je ne vois plus jamais, je ne peux plus voir la ville de la même manière et je pense que des gens comme ça qui ont eu des enfants, par exemple, peuvent avoir une expérience similaire. Là. Donc, enfin, il y a beaucoup de concepts, mais je pense que l'empathie, après ça, il faut comprendre que c'est un concept qui peut se transférer à divers aspects. Là. Puis, est-ce que vous pensez que, puis là, j'ai un élan là, de réflexion un peu plus avec de philosophie, mais la pandémie ayant frappé de plein fouet, a ralenti nos grandes métropoles du monde, et nos grands centres et nos territoires, ce ralentissement-là, est-ce qu'il s'avère, selon vous, peut-être nécessaire à amener davantage? Ce que je veux dire, c'est est-ce que depuis les nombreuses industrialisations et avancées connues, est-ce que ce ralentissement peut être bénéfique? Si les villes ralentissaient, puis là, je donne l'exemple des villes qui sont certifiées Citaslo. Donc, Citaslo, qui est un mouvement international de pas loin de 400 villes dans le monde qui ont décidé d'adopter un développement urbain favorisant ralentir.
Et par ralentir, ça peut être diminuer la vitesse dans une rue à 10 km/h plutôt que 40. Et aussi ralentir, prendre le temps de dire bonjour à ses voisins et d'aller faire une course pour mamie, sa voisine Thérèse. Donc, est-ce que ce n'est pas une opportunité? Et puis les villes intelligentes et la technologie, une ville dite lente ou portée vers une lenteur ne veut pas dire moins d'infrastructures technologiques. Au contraire, ça peut demander une toute autre approche par rapport au développement technologique de l'infrastructure. Au Québec, il y a une ville qui est certifiée, c'est Taslo et c'est Lac-Mégantic. Donc, suite, bien sûr, à une tragédie qui a frappé, qu'on connaît tous ici au Québec, puis à l'international, ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a une tragédie très importante où il y a un train qui a frappé la ville de plein fouet avec un convoi de pétrole. Et ça a été une énorme tragédie. Et depuis, la ville a décidé d'emprunter une approche citoyenne à écouter les besoins et de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? Et Lac-Mégantic s'est relevé avec résilience et en disant, on veut aller moins vite. Donc, j'aimerais vous entendre sur aller moins vite. Avec dès les premiers jours là, du confinement, de la pandémie, on a vu une explosion de groupes d'entraide, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était intéressant de voir l'utilisation des technologies pour le bien-être. Puis c'était des groupes d'entraide très rapidement qui étaient centrés autour de quartiers. Donc, c'était des espaces où les gens pouvaient dire, OK, ben moi, j'ai un problème de santé qui me rend très vulnérable à la COVID, mais j'ai besoin d'aller faire mon épicerie. Donc, là, il y avait un voisin qui dit, OK, je vais aller t'aider, je vais aller faire l'épicerie pour toi. Puis là, ces bouillonnements-là se sont traduits peu à peu par des organisations plus organisées, là, plus concrètes. Là. Notamment, à Montréal, on a les groupes des cyclistes solidaires. Donc, c'est des gens qui, par quartier, font des livraisons à vélo. J'ai même été en faire une fois avec celui de mon quartier. Puis c'est ça. Donc, eux, ils se sont associés avec un organisme communautaire qui précédemment avait une cuisine collective ouverte à tous. Évidemment, cette cuisine-là n'était plus accessible. Donc, eux, ils ont changé leurs activités, mais il y avait soudainement besoin de faire des livraisons à l'échelle du quartier. Là, il y a ce groupe de bénévoles-là qui arrive. Et c'était intéressant de parler avec ces gens-là parce qu'on pourrait se dire, ah ben eux, c'est des gens donc bien altruistes, ils sont généreux, ils prennent leur temps. Mais en fait, une des choses qu'on me disait beaucoup quand je suis allée faire un tour, c'est que ces gens-là avaient quasiment honte d'avoir autant de plaisir à faire ce qu'ils faisaient parce que eux, ça leur donnait une occasion de sortir chez eux, de socialiser, de faire du bien autour d'eux. Puis ça leur permettait après ça, puisque c'était à l'intérieur de leur quartier, bien, ils se promenaient, ils allaient faire leur épicerie, ils croisaient Madame Chose à qui ils avaient livré de la bouffe 2 jours plus tôt. Donc ça créait des liens. Même à l'échelle, moi, le groupe de ma ruelle de quartier, soudainement, est devenu hyper actif. Là. Donc ça, c'est très, très intéressant de voir de quelle manière la COVID nous ayant forcés à ralentir, elle a immédiatement, le contrepoint de ça, c'est la création de liens de résilience extrêmement forts. Là. Donc, dès qu'on ralentit, tout de suite, il y a ça qui monte. Enfin, c'est un effet balancier vraiment très, très intéressant. Là. Si je peux me permettre, l'effet COVID, non pas sur un volet du tissu urbain, c'est vraiment évidemment l'infrastructure de santé et je dirais que l'empathie étant toujours là, mais je pense que la résilience a monté dans le plafond, si je peux me permettre l'expression, dans le sens que je pense que si mes collègues n'étaient pas résilients, il y aurait plus de réseau pour soutenir ceux qui en ont été atteints et même certains là, qui en sont décédés. Un autre commentaire que je voulais faire par rapport au ralentissement. C'est un parallèle aussi avec le volet technologique. Tant et aussi longtemps que nos technologies sont construites ou conçues avec une perspective de productivité seulement, je pense qu'on va avoir de la misère à intégrer cette dimension humaine et ce volet de ralentissement et prendre le temps puis de regarder autour de notre quartier, de nos voisins et profiter de la vie un peu plus plutôt que de courir après
la productivité et le rendement constamment. Moi, j'aimerais juste nommer le mot sobriété que j'aime beaucoup là, pour des communautés plus sobres, là, parce que ça s'applique dans plusieurs domaines. Nous, on l'applique pour la notion de distance, hein. Avec la vitesse, on est allé plus loin. Mais là, il faut peut-être tout ramener avec des quartiers, utiliser notre voisinage. Donc, on parle aussi de fluidité lente en transport, parce que quand c'est lent, ben là, tout le monde peut interagir comme dans des films au ralenti, le piéton, cycliste, auto. Finalement, ça va globalement plus vite. C'est-à-dire, ça ne nous prend pas nécessairement plus de temps à parcourir une certaine distance, mais on y va de façon un petit peu plus sereine et douce. Mais la notion de sobriété, je la trouve intéressante parce qu'effectivement, sur la question des technologies, sur la question de la consommation, sur la question des distances à parcourir, ça nous amène à se questionner sur ce qui est la meilleure approche, sur ce qui est suffisant. Puis je pense que, en tout cas, à un niveau mondial, il va falloir se questionner sur notre réduction globale là, dans l'approche RTA, là, le réduire, là, je pense qu'il n'est pas suffisamment mis en avant quand on a à traiter d'une problématique. D'abord, réduire. On aime nos solutions de oui, on va arriver à recycler du plastique, mais finalement, on sait très bien que ce n'est pas si trivial que ça. On serait mieux de commencer par réduire avant de vouloir gérer le problème qu'on génère après. Là. Donc, ce que j'entends, en fait, amène au thème que nous abordons aujourd'hui à avoir plein de sens, dans le sens que cette pandémie remet en question beaucoup de choses et que ralentir, en fait, serait peut-être un des ingrédients à amener pour plus d'empathie. C'est ce que j'entends. Si juste, Gabriel, ce que tu nous partages à l'échelle de quartier, puis je crois beaucoup qu'on commence par toujours des preuves de concept, si on parle plus en manière disciplinaire de ville et de projets technologiques, c'est des preuves de concept. Et comment le ralentissement et la technologie, ensemble, peuvent-ils déployer des outils de meilleure bienveillance à l'échelle du quartier, à l'échelle d'une ville, en tenant compte du ralentissement? Il y a une question de rythme aussi. Tenir compte que nous ralentissons par la force des choses. Est-ce que la technologie aurait profit à être plus lente, en quelque part? Je ne sais pas, je l'ouvre comme ça. Si une ville intelligente répond aux réels besoins, au rythme actuel des choses, parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté une vitesse TGV d'une ville qui se développe et qui se dit relancer une économie, et en même temps, de l'autre côté, il y a un ralentissement humain. Donc, à un moment donné, cette conversation-là va devoir avoir lieu, à mon avis. Personnellement, je pense que c'est une conversation économique. Parce qu'on ne peut pas dire aux technologies aller moins vite ou développer moins vite. Ça ne se fait pas. Ce qu'on peut dire socialement, c'est que lorsqu'on les déploie à notre vitesse ou on déploie des technologies qui permettent d'avoir la vitesse qu'on désire avoir. Ce n'est pas les technologies qui décident. Encore une fois, c'est nous qui décidons ce qu'on fait avec. On ne peut pas aller dire aux technologies arrêtez d'évoluer, arrêtez de développer, ça va continuer pareil. Mais on peut très bien décider de comment on les met dans notre environnement collectif. Ça, c'est à nous de décider. C'est à nous de voir comment les technologies peuvent, si on est fan de la lenteur, ben, est-ce que les technologies peuvent permettre d'être plus lent? Oui, ça pourrait arriver que les technologies, par exemple, dans la synchronisation des feux de circulation ou l'information qu'on reçoit lorsqu'on se déplace, ça nous porte à aller moins vite. Je pense que oui, ce n'est pas la technologie, dans le fond, qui le fait, c'est comment on applique la technologie qui peut avoir son impact. Ceci dit, maintenant, lorsque je dis que c'est une discussion économique, bien, lorsqu'on parle de réduire, et je suis une friande de ça, je crois qu'il faut réduire notre consommation, mais quand on est dans un milieu où on parle d'économie, et il faut faire de la relance économique, et il faut développer l'économie, bien, l'économie, elle se fait dans la nouveauté, dans la consommation, il faut manger plus, il faut avoir plus d'échanges. Fait qu'on est en contradiction. On a un problème entre le développement économique qu'on privilégie, et même nos gouvernements sont rendus comme ça, c'est l'économie. Puis inquiétez-vous, d'après la pandémie, comment les gouvernements vont décider de faire la relance économique? Est-ce que ça va être encore une fois de faire des grands projets d'infrastructure, puis qu'on va dépenser dans le béton pour pouvoir relancer l'économie, ou on va en profiter, ce qui serait mon choix à moi, pour repenser de comment on devrait développer nos villes. Donc, de ne plus refaire la même chose qu'on faisait avant. Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire ou on va se dépêcher parce que l'économie nous presse, parce qu'on est en relance?
moi, c'est ma question, peut-être mon inquiétude dans les prochains mois ou prochaines années. Ça met la table du moins pour une suite lors d'un prochain Pop-Up Ecosystems à venir. Je regarde l'heure, il est déjà 9h27. Merci infiniment à tous et chacun de vous pour cette conversation, ma foi, encore une fois, très, très riche. Andy, my friend, it's 9:30 over here. It's time for breakfast. Is it? Second breakfast. Thank you, Andy, and to ECH Alliance for making all of this possible. Would you like to say a word of closure? Your thoughts on the conversation. Your thoughts on what you heard today on the. Well, many of the things I've heard today, I could not understand at all because it was in French. However, whilst you were all talking away, I was answering some of the Q&As, and that led me to think about some of the issues from when I used to be involved with regeneration programs many years ago in England. And I put it in probably the last thing I put in the chat is very often when we used to redesign cities, we never ask in whose interest are we doing this, and why have we not asked that question too often? And it's easier sometimes to think, oh well, we must ask the young people or the older people or this community or that community. But with each decision, it's in whose interest are we going to redesign? And I think that's maybe an important lesson to take away from today. There's a lot of things in redesigning a new city or a new concept for a city, however, that we can learn back from our past and the mistakes we've made in the past. And that's what I want to leave you with today. Merci beaucoup, Andy. Merci infiniment. Merci à tous et chacun d'entre vous, Annie, Marc, Gabriel, Mireille, Catherine. Martin a eu des problèmes de Zoom, donc il a dû quitter de manière impromptue la technologie, parfois. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous nos participants, puis prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, ça a été un grand plaisir. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye bye.